Salut le Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV où on va évidemment aborder en détail le match de play-in qui nous concerne mercredi soir sur le parquet de Toronto. Mais avant ça, on va revenir sur ce qui s'est passé sur la dernière semaine de saison régulière et plusieurs trucs qui m'ont bien gavé. À commencer par le match contre Atlanta parce que on avait tout à gagner sur ce match-là. Si on les battait à ce moment-là, on égalisait en termes de bilan. On avait le même bilan qu'eux après ce match-là. On continuait de monter en puissance pour la fin de saison. On gardait notre tiebreaker face à eux. Et on a tout perdu. On a quasiment tout perdu sur ce match-là avec une prestation absolument dégueulasse. Alors ça fait des semaines et des semaines et des semaines. Tu dis, sur les derniers jours avant la fin de la saison régulière, tu as une confrontation directe avec un concurrent pour les bonnes places pour le play-in. Il faut aller chercher cette victoire. Il faut absolument battre Atlanta. Il y a des semaines qui passent. Tu te dis, voilà. Et en plus, juste avant le match, tu as l'occasion en cas de victoire, encore une fois, d'égaliser avec eux en termes de bilan. Et tu sors une prestation dégueulasse. Et en plus, 2 jours avant, tu bats Memphis avec un énorme comeback et tout. Tu te dis, putain, voilà, là on a montré de bons trucs, une super deuxième mi-temps, défensivement, etc. Face à Atlanta, on peut enchaîner, machin, sauf que non. Parce qu'on est tout simplement infoutu d'enchaîner les performances. Et puis voilà, on a fait une prestation contre Atlanta qui était absolument immonde. Catastrophique. Il n'y a pas un moment dans le match, on a montré qu'on en voulait, quoi. C'était dégueulasse. On s'est fait dominer de la tête et des épaules. Et après le match, Zach LaVine qui te sort Atlanta en voulait plus que nous. Mais c'est lunaire. Honnêtement, c'est lunaire de dire des trucs pareils. Parce que on pourrait dire les schizophrènes sont de retour, tout ça, mais ça peut pas marcher comme contre Memphis à chaque fois, quoi. Surtout si t'es pas à fond défensivement. Parce qu'on l'a dit dans la dernière vidéo pour parler du match de Memphis. Memphis a mis 10 paniers à 3 points de plus que les Bulls. Donc tu as 30 points d'écart rien que sur les paniers à 3 points. Mais tu gagnes ce match-là en comblant autrement, avec une énorme défense, en piquant énormément de ballons et en allant marquer des paniers faciles en transition. On a mis 31 points en contre-attaque sur les balles perdues de Memphis. Mais tu peux pas faire ça tout le temps. Face à Atlanta, on n'a pas été incapable. Enfin, on n'a pas été capable de le faire. Ça, ce qu'on a fait contre Memphis, ça marche si tu es à fond tout le long. Et c'est ce qu'on a fait dans la deuxième mi-temps. Mais contre Atlanta, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu d'énergie, on n'a pas vu d'implication, on n'a pas vu de... Enfin, tout ce qu'on avait mis contre Memphis, on l'avait plus contre Atlanta. La détermination, l'énergie, la volonté, l'attitude, tout ça, dégage. Donc, quand c'est pas le cas, tu te fais défoncer direct, quoi. Et en plus, Atlanta, qui était en plus privé de Trae Young, ils nous ont dominés physiquement tout le long du match. On n'a jamais su répondre, on n'a jamais été capable à un moment donné de signer un run pour revenir dans le match. On a pris un retard dès le début. Et derrière, on n'a pas réussi à revenir, quoi. Le banc n'a pas apporté grand-chose, à part Patrick Williams qui a mis 15 points à 6 sur 9. Voilà, une entrée, voilà, ok. Zach LaVine a fait son match, il a été solide. DeRozan très très maladroit, 7 sur 17. Vooch avec de bonnes choses en attaque, de bonnes passes, des paniers près du cercle, des post-up, tout ça. Et défensivement, comme les autres, il s'est fait bousculer. La dimension physique d'Atlanta avec Capella, avec Collins, avec Okongwu, etc. On s'est fait dépouiller à l'intérieur. Et du coup, voilà, ça nous a donné cette défaite qui a fait mal et qui a surtout plombé le reste de la semaine, quoi. Parce que le lendemain, tu vas à Milwaukee, tu perds là-bas, logiquement. Et avec cette défaite-là, ça confirmait, sûr et certain, on était 10e et on bougeait plus. On pouvait plus rattraper les 8 et 9 qui étaient donc Atlanta et Toronto. Et on pouvait plus descendre hors du play-in parce que derrière, Washington, Indiana, tout ça, ça avait trop de retard. Donc du coup, il restait 2 matchs à jouer, sans le moindre enjeu, si ce n'est faire tourner, faire souffler nos gars,
parce qu'on a quand même des types qui traînent des blessures par-ci par-là, et observer les mecs du bout du banc, les rookies, les two-way, etc., avec de bonnes minutes, quoi, pour voir si ça sert à quelque chose de les faire revenir l'an prochain, s'il y a un potentiel, etc. Et même ça, on n'a pas été foutu de le faire correctement. Ce qu'on a fait, c'est lunaire. Je sais pas si on se rend compte. Donc, déjà, tout de suite après le match contre Milwaukee, où donc c'était sûr que les 2 derniers matchs, ils serviraient à rien, à Dallas et contre Détroit, Donovan dit, ouais, on va reposer DeRozan, Lavine, Pat Bev à Dallas, mais ils vont jouer contre les Pistons. Mais pourquoi? Quel intérêt? Quelle est la logique? Il a défendu ça en disant c'est pour pas qu'ils perdent le rythme. Mais quel rythme tu perds en ne jouant pas pendant une semaine? Les équipes qui sont classées 3, 4, 5, 6 et même 1, 2 qui attendent que le play-in soit terminé avant de débuter leur série de playoffs, ils font comment? Ça va leur faire pareil, une semaine sans jouer. Et en plus, eux, ils ont fait tourner les derniers matchs. Donc, t'as des mecs, ils n'ont pas joué depuis jeudi ou vendredi. Ils vont pas rejouer avant lundi ou mardi la semaine prochaine. Et alors? C'est si dramatique que ça? En plus, nous, non mais franchement, sans déconner. DeRozan, ça fait 3 mois qu'il traîne un souci derrière la cuisse, qu'il a fait 2 rechutes, qu'il a loupé un match ou 2 par-ci par-là. Tu le reposes contre Dallas, cool. Pourquoi le faire revenir contre les Pistons? Il a joué plus de 75 matchs cette saison. Qu'est-ce qui va manquer comme rythme? Caruso, il n'a même pas joué le back-to-back à Milwaukee. Les 2-3 derniers back-to-back, il n'a pas joué le deuxième match parce que toujours son problème au pied. À chaque fois, c'est récurrent. Il a loupé plein de matchs par-ci par-là depuis un mois et demi. Pourquoi il a été titulaire sur ces 2 matchs? Et pourquoi sur ces 2 matchs, il a eu plus de minutes que ton rookie Dalen Terry que tu n'as toujours pas pu observer sur un long match? Est-ce que c'est... Enfin, c'est fou. C'est fou. C'est fou que Caruso ait joué plus de minutes que Dalen Terry sur ces 2 matchs. C'est invraisemblable. C'est incroyable. Le mec est blessé. On veut le reposer au maximum. Il a une limite de minutes et on le fout titulaire sur ces 2 matchs qui servent à rien. Mais c'est quoi le délire? Franchement, ça m'a gavé, mais un truc de l'espace. Ça m'a mis les nerfs, putain, mais cette gestion d'incapable. Et Donovan, avant le match contre Détroit, ouais, on a vu avec le staff médical. Mais ce staff médical, il sert à quoi? Mais dégagez-moi ça! Ça fait 10 ans, 15 ans qu'on dit que ce staff médical au Bulls, c'est de la merde. Il a changé en plus dernièrement. Enfin, on a changé un type dans le staff médical, parce que Jeff Tanaka est parti. Mais c'est toujours autant le même délire. Comment ces mecs peuvent dire ah ouais, mais il faut les reposer qu'un seul des 2 matchs, parce qu'après, ils vont manquer de rythme s'ils ne jouent pas pendant 6 jours. Ah ouais, non, parce qu'il n'y a pas d'entraînement, rien, non, bah non. Non, vaut mieux qu'ils jouent, et puis si ça se trouve, ils vont se blesser, on sait jamais. Hein. Non, franchement, ça m'a flingué. Ça m'a flingué. C'est un truc de fou. Ça m'a mis les nerfs, quelque chose de... je comprends pas. J'ai pas aimé une seule seconde de cette décision de devoir Zach, Demar, Vooch, Pat Bev titulaire contre les Pistons, Caruso titulaire dans les 2 matchs, alors que Terry a joué 16 minutes, 17 minutes sur ces 2 matchs-là, que tu dois observer d'autres joueurs et qu'ils ont eu très peu de temps de jeu, quoi. Le même temps de jeu que bah voilà, si ça avait été des circonstances entre guillemets normales, quoi. Donc franchement, je trouve ça débile. Vucevic, il a expliqué qu'il voulait jouer les 2 derniers matchs parce que pour lui, ça lui permettait d'avoir disputé l'ensemble des 82 matchs de la saison régulière, ce qu'il n'avait jamais fait dans sa carrière. Ok, pourquoi pas? Mais à ce moment-là, tu fais comme ils ont fait avec Doncic face à nous. Joue le premier quart-temps, derrière, merci, au revoir. Qu'est-ce que tu vas risquer en plus de lui faire jouer 20, 25, 26, 27 minutes en risquant qu'il se blesse ou de quoi? Pourquoi? Il a fait ses 82 matchs, boum, allez, merci. D'ailleurs, Patrick Williams aussi a joué les 82 matchs de la régulière, ce qui est plutôt encourageant, sachant que l'an dernier, il en a joué que 17 avec sa blessure au poignet. Il faut quand même remonter à très très longtemps pour voir les derniers joueurs des Bulls qui ont joué 82 matchs d'une saison régulière.
Ça remontait à la saison 2014-2015 avec Aaron Brooks et Nikola Mirotic. Donc faut quand même, c'est dire si on a eu beaucoup de blessés au fil des années. Il faut aussi préciser la saison qui a été raccourcie avec le Covid. On avait joué que 65 matchs cette saison-là et on n'avait pas repris dans la bulle. Et Satoransky et Kobe White avaient joué l'ensemble des 65 matchs cette saison-là. Mais donc ça faisait pas 82. Mais bon, bref, pour revenir très rapidement sur ces deux matchs contre Dallas et Détroit, qu'on a gagné tous les deux, parce que Dallas a fait un tanking de l'extrême, ils nous ont fait offert un run en fin de match pour qu'on passe devant et qu'on gagne ce match. On a vu Carlik Jones Jr. qui a été honoré avec son titre de MVP de la G-League, totalement mérité, meilleur scoreur, 9e meilleur passeur, 15e meilleur intercepteur. Super saison de sa part en G-League, on en a parlé plusieurs fois dans ses vidéos. Donc il a reçu son trophée de MVP en avant-match contre les Pistons. Et sur ces deux matchs, il a montré de bonnes choses, même s'il n'a pas forcément géré la main. Il a donné quelques bonnes passes, il a rentré quelques shoots ouverts, notamment à 3 points. Bon, il a fait des trucs intéressants. Après, défensivement, c'est pas foufou, mais ça n'a jamais été ses qualités premières. Ça peut être intéressant de voir si on peut le garder dans le roster l'an prochain, sachant qu'on aura besoin de meneurs. On sait que Lonzo Ball ne sera pas là. On ne sait pas trop comment ça va se passer en termes de contrat avec Kobe White. Pat Bev est également en fin de contrat. Donc on va voir. Ça peut toujours être un 14e, 15e joueur du banc qui peut toujours apporter quelques minutes par-ci par-là. Ça peut toujours être intéressant à avoir sous la main. Un joueur qui m'a fait plutôt plaisir, c'est Terry Taylor. Beaucoup d'énergie, bon impact physique, il est bien costaud, des cuts vers le cercle, ligne de fond pour échapper à son défenseur, de l'intensité, des batailles au rebond, du physique pour faire des bons contests défensivement aussi. Je l'ai trouvé vraiment intéressant sur les quelques minutes qu'il a eu. Et puis Marko Simonovic. Alors Marko Simonovic, il a même pas joué à Dallas, donc lui. Et contre Détroit le tout dernier match, incroyable, il a eu droit à 8 minutes de temps de jeu, le temps de rentrer un 3 points et de faire 3 fautes. Parce que voilà, Simonovic il fait pas de faute, c'est pas Simonovic quoi. Donc Et en parlant de fautes évitables, Dalen Terry aussi en a fait pas mal. Avec son énergie habituelle, il a volé des ballons, il a attaqué le cercle, etc. Même si tu sentais qu'il n'était pas forcément en maîtrise, tu vois, en contrôle de ce qu'il faisait, qu'il attaquait le cercle. T'as l'impression qu'il fonce dans le tas et puis il voit ce qui se passe. Mais ouais, peut-être un peu trop d'énergie parfois sur certaines actions où quand il va faire des close-out ou des aides, où voilà, il fait des fautes qui sont évitables. Mais bon, c'est l'apprentissage qui rentre et c'est bien qu'il obtienne des minutes, mais j'aurais vraiment aimé, comme il me semble, je l'avais tweeté en plus avant ces deux matchs, je veux que Terry joue à 25 minutes minimum par match sur ces deux matchs qui restent. Il a même pas joué 18 minutes. Franchement, c'est ridicule. Mais bref, on a gagné ces deux matchs-là. On a vu ces gars-là jouer les fins de match en plus. Tu vois, c'est les 12, 13, 15 dernières minutes du match, quoi. Tu rentres peu avant la fin du troisième quart-temps et puis tu joues tout ce qui reste. Donc voilà, enfin bref. Bref, ça m'a fatigué. Et donc on finit avec un bilan de 40 victoires et 42 défaites, on est 10e à l'Est, et on va jouer notre saison dans la nuit de mercredi à jeudi, à 1h du matin, sur le parquet des Toronto Raptors, qui ont terminé eux la saison avec 41 victoires, 41 défaites, et qui de toute façon avaient le tiebreaker face à nous. Ça va être un match très compliqué face aux Raptors, parce que déjà c'est à l'extérieur, et on sait que l'ambiance playoff à Toronto, c'est pas rien, c'est même très costaud, donc va falloir se tenir prêt pour ça. Et puis c'est pile l'équipe pour nous casser les couilles au maximum, quoi. Ils vont nous poser des problèmes tout le long, c'est ce qu'ils ont fait en saison régulière, avec tous leurs mecs qui font 2m4, 2m5, 2m6, qui peuvent switcher avec les longs bras, ce qu'on a essayé de faire aussi en construisant notre roster, mais c'est vrai que c'est deux équipes assez similaires dans la manière dont le roster est construit, dans la manière dont le jeu offensif est mis en place, dont la défense est mise en place aussi. Il y a quand même des similitudes assez intéressantes. Mais ce qui est sûr, c'est que sur les matchs de la saison régulière, les 3 matchs qu'on a fait contre eux, 2 défaites chez eux et une victoire chez nous, leur plan de jeu, on le connaît. Prise à 2 systématique sur DeRozan, Zach LaVine, dès que ça passe la ligne médiane.
pour forcer les autres à rentrer les shoots pour les battre. Et franchement, bah, on a vu beaucoup d'équipes faire ça face à nous dernièrement. Hein. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois que je fais une vidéo pour parler des derniers matchs. Ah, cette équipe-là, voilà, prise à deux sur Demar et Zach, pour laisser Caruso, Pat Bev totalement ouvert en disant bah vas-y mon coco, rentre tes shoots. Et honnêtement, bah, on peut pas franchement dire que Pat Bev et Caruso aient fait payer ça à l'adversaire en rentrant tous leurs shoots, parce que ça a été franchement des festivals de briques plus qu'autre chose. Donc, bah, du coup, cette technique marche bien face à nous. Donc, il n'y a pas de raison que Toronto ne le fasse pas. Encore plus quand tu vois que DeRozan, sur les 3 matchs face à Toronto cette saison, il tourne à 14 points par match et il a pris moins de 9 tirs par match sur ces matchs-là. Donc, tu sais qu'il va être ciblé pour son retour au Canada. Tu sais que clairement, ils vont mettre l'accent sur ça, Nick Nurse et ses joueurs. Donc, aux autres de prendre le relais. Il va être primordial si on veut se qualifier que les Caruso, les Pat Bev, les Ayo, les Kobe rentrent leur shoot ouvert et que le banc ait un énorme impact offensif et pas seulement Kobe. Il faut que Derrick Jones Jr. apporte des points. Il faut que Drummond aille chercher des gros rebonds. Il faut que voilà, tous ceux qu'on va lancer dans la bataille soient capables d'apporter quelque chose et de rentrer des shoots. Parce que si on shoot à 35% sur ce match-là et que le banc apporte 20 points, ça va pas faire long feu. Ça va vraiment, vraiment, vraiment pas faire long feu. Toronto va aussi nous bousculer au rebond. Ils sont deuxième de l'NBA au rebond offensif, alors que nous on est 28e dans ce même classement. Donc on sait que là c'est très 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 déséquilibré. Il va falloir faire un effort mais monumental. Et c'est aussi, par contre, pas une grosse équipe à 3 points, un peu comme nous. Hein. Je crois que les deux équipes sont dans le bas du classement en termes de nombre de points, de 3 points tentés et l'adresse globale à 3 points. Donc si on est plus ou moins capable de faire en sorte que ce soit Van Vliet et Gary Trent qui prennent les shoots, tant qu'ils prennent pas feu à 3 points, on a peut-être une chance. Mais voilà, si on laisse Siakam faire tout ce qu'il veut à l'intérieur, ça va être compliqué. Donc c'est aussi pour ça que dès que le match contre les Pistons était fini, ils ont posé la question à Billy Donovan, est-ce que il est possible que Patrick Williams soit mis dans le 5 de départ à la place de Caruso pour peut-être matcher un peu plus Pascal Siakam en termes de taille et défendre un peu plus sur lui en 1 contre 1. Alors Donovan a dit que c'était pas exclu, c'était possible, c'était quelque chose qu'ils allaient, ils allaient y réfléchir, travailler dessus pour voir un peu comment ça pouvait se passer. Mais il a quand même rappelé que le 5 de départ avec Vooch, Caruso, Lavin, DeRozan et Pat Bev a un bien meilleur net rating, donc un différentiel entre les points encaissés et les points inscrits, bien meilleur que quand tu as Pat Bev, Zach, Demar, Vooch avec Patrick Williams, sur un échantillon qui est un petit peu plus conséquent en plus. Donc il veut s'appuyer sur ça et ce qu'il faut aussi dire c'est que c'est pas Patrick Williams qui va particulièrement régler le problème des rebonds parce qu'il en prend très peu. Combien de fois j'ai gueulé cette saison en disant que Patrick Williams il a joué 20 minutes, il a pris 2 rebonds ou même 1 rebond ou même parfois 0 rebond alors que Pat Bev a fait plus de matchs à 10 rebonds cette saison que Patrick Williams quand même. Donc faut déjà rien que ça, tu vois, c'est fou. Mais voilà, ça traduit aussi le fait que ce sera un effort collectif pour empêcher les Raptors de nous défoncer au rebond. Ce ne sera pas que Vucevic, ce ne sera pas que Drummond quand il sera là. Et c'est vrai que sur les dernières semaines de la saison régulière, en gros, depuis que Patrick Beverley est arrivé, il y a de plus en plus de matchs où voilà, les arrières participent pour prendre les rebonds, que ce soit Kobe, que ce soit donc Pat Bev, ou même parfois Ayo, il a fait des matchs à 6, 7, 8 rebonds. Donc on va avoir besoin de ça, on va avoir besoin que nos gars, voilà, pas forcément que Vucevic prenne 20 rebonds, mais c'est mieux qu'il en prenne 10 et Patrick Williams en prenne 7-8, Pat Bev en prenne 5-6, Caruso en prenne 5-6, DeRozan en prenne 7-8. Voilà, que tout le monde en prenne et pas juste un type qui en prend 15 et puis derrière, ben, personne n'en a plus que 3 quoi. Parce que sinon ça va être vraiment, 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 vraiment compliqué. Donc voilà, on ne sait pas trop encore comment ça va se dérouler au niveau du 5 de départ. C'est un petit peu le petit point d'interrogation. Je pense qu'il va garder Caruso. Mais en même temps,
Patrick Williams, ça a du sens pour essayer de matcher Siakam poste 4. Parce que maintenant que Jacob Poeltl est là, en plus, voilà, ça apporte de la taille, ça permet à Siakam de s'écarter un peu. Il faut que Patrick Williams soit sur lui. Enfin, je pense que c'est la meilleure solution. Après, c'est pas moi le coach, c'est pas moi qui décide. Hein. S'il met Caruso, il a aussi ses raisons. Comme il a dit, hein, le net rating de ce 5 de départ avec Caruso est supérieur. Mais là, je pense qu'en termes de ce match-up là particulier des Raptors, je partirais quand même sur Patrick Williams. Mais bon, encore une fois, c'est pas moi qui décide. Il faut aussi, c'est vrai qu'il y a quand même quelques similitudes dans le fait qu'on est deux équipes qui volent énormément de ballons et qui en perdent pas beaucoup. Toronto est premier de la ligue aux interceptions, on a terminé 7ème et Toronto est l'équipe qui perd le moins de ballons et je crois qu'on a fini 8ème dans ce classement. Donc des équipes avec assez peu de déchets mais qui sont capables d'en provoquer chez l'adversaire. Donc ça va peut-être un petit peu se neutraliser à ce niveau-là. Ça va être en tout cas un match-up super intéressant à suivre. J'ai quand même bien hâte d'y être et même si on part pas favori, il faut qu'on se donne toutes nos chances en matchant l'énergie au rebond, en rentrant nos shoots ouverts. Ça va être deux des clés vraiment cruciales pour qu'on rejoue vendredi soir, soit à Atlanta, soit à Miami, et que Pat Bev monte sur la table pour fêter la qualif en playoff pour les jouer à Milwaukee la semaine d'après. Voilà, on en est là. J'espère en tout cas pouvoir faire une prochaine vidéo en disant voilà, on vient de battre Toronto, on a fait un match de ouf, on a rentré nos shoots ouverts, on a pris les rebonds, on a fait le taf, on a été au top. Mais bon, voilà, on verra mercredi soir. On joue notre saison, on gagne, on poursuit, on perd, c'est les vacances. Donc moi en plus, à partir de jeudi, je suis en vacances. Donc pour 4-5 jours, je pars à Barcelone. Donc peut-être fêter ça dignement là-bas, on verra bien. En attendant, voilà. Ce mardi, là, je ne sais pas à quelle heure vous allez voir cette vidéo, mais à 17h30 sur YouTube, ce mardi après-midi, preview avec les gars, avec Marc Laviole qui bosse pour un journal local à Toronto, sur sa chaîne YouTube. Et voilà, et on va parler des Bulls, des Raptors, de ce play-in. Première fois d'ailleurs que les Bulls et les Raptors s'affrontent dans un match qui n'est pas de saison régulière. Enfin, dans un match de post-saison, je devrais dire, parce qu'on s'est évidemment affronté en pré-saison. Donc ça peut être, voilà, on ne s'est jamais affronté en playoff, il n'y a jamais eu de Bulls Raptors en playoff, mais il y aura un Bulls Raptors en play-in pour la première participation des Bulls dans ce match de play-in. Petite stat pour terminer, l'équipe qui était placée 10ème au classement n'a jamais gagné un match de play-in depuis que ça existe. Donc ça fait pas très longtemps, il n'y a que quelques années, il n'y a pas beaucoup de références, mais en tout cas, les Bulls peuvent écrire l'histoire en étant le premier, ça pourrait être assez sympa. Donc voilà, j'espère que vous pourrez voir cette vidéo à 17h30 sur YouTube. Venez participer, donnez votre avis sur celle-ci aussi, comment vous voyez le match de mercredi, si vous pensez que ça va être trop compliqué, si vous pensez qu'on a une chance, quel match-up vous allez suivre en particulier, qui peut être le facteur X, et puis voilà, on se retrouve pour débriefer ce match-là jeudi ou plus tard, enfin, très prochainement en tout cas, pas longtemps après le match, en espérant que ce soit pas le dernier, mais bon, ça, voilà, la réponse mercredi soir. Donc d'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt. Ciao, Bulls.